Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Villette. Jean-Christophe est psychologue du travail, expert en risques psychosociaux et fondateur et directeur général d'Équilibre Conseil depuis maintenant presque 14 ans, depuis 2012. Jean-Christophe est également vice-président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, qui est une fédération très engagée pour donner du sens au travail. Et tu es aussi un auteur d'enquête sur le mal-être en entreprise, observateur des crises, de l'absentéisme et des liens entre performance et santé au travail. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet extrêmement concret, mais qui souvent peut tuer une équipe, tuer une entreprise, l'absentéisme. Pourquoi l'absentéisme monte, ce qu'il révèle de nos organisations, et surtout vous, comment les RH, vous pouvez agir vraiment sur ce sujet. Jean-Christophe, merci d'avoir accepté cet échange et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Merci Florent, bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, tu m'as très bien accueilli. Voilà, et j'ai hâte qu'on puisse débattre ensemble et échanger dans le cadre de ce podcast. Ok. Écoute, ce qui est déjà un premier point, c'est qu'on te connaisse un peu mieux. Tu as un profil LinkedIn dont je mettrai d'ailleurs le lien qui est extrêmement complet, un nombre d'abonnés qui est assez conséquent, mais tout le monde ne te connaît peut-être pas. La première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà, quand tu étais étudiant, est-ce que tu t'imaginais déjà travailler dans le champ des risques psychosociaux et de la santé au travail ? Absolument pas, parce que là, tu me ramènes quand même de très nombreuses années en arrière. Hein, tu l'as dit, ça fait un moment avec Équilibre, mais ça fait plus longtemps que je suis sur ce sujet. Ça fait 20 ans, mais j'étais étudiant maintenant il y a une trentaine d'années. Je ne connaissais personne qui évoluait dans le champ des risques psychosociaux. Je ne connaissais pas de psychologue du travail et des organisations. Okay. Et ça s'est fait vraiment par hasard. En tout cas, j'ai toujours été passionné par l'accompagnement. Comprendre ce qui nous permet d'être plus performants, ça m'a toujours passionné. Et j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans un cabinet. Je le cite, c'est un cabinet concurrent, mais il fait aussi partie de nos confrères. C'est le cabinet Stimulus, qui a été créé en 1989 par le docteur Patrick Légeron. Et j'ai rencontré des personnes sur des terrains de sport, voilà, qui a travaillé avec Patrick Légeron et qui m'ont raconté leur mission, et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et je leur ai demandé une faveur, c'est de me présenter ce docteur Patrick Légeron, dont j'ai lu le livre sur le stress au travail. Et à partir de là, et des différentes rencontres, j'ai construit un parcours de carrière qui m'a mis en situation d'être légitime, de pouvoir revenir plusieurs années après et de me présenter pour initier en tout cas ma carrière dans un certain nombre de cabinets en tant que consultant en prévention des risques psychosociaux. Et j'ai envie de dire plus globalement en tant que consultant spécialiste de la santé au travail et de la santé du travail, parce que tu le sais, on a parlé ensemble avant ce podcast, je suis très attaché à la santé du travail, à la santé des organisations. Ok, très 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 clair. Donc là, tu vis une vie de quelque part de salarié dans d'autres organisations. Et qu'est-ce qui t'amène à un moment ou à un autre de créer ta propre structure, donc Équilibre Conseil ? C'était quoi tes motivations profondes pour te dire allez, moi je me lance et je franchis aussi le cap un peu entrepreneurial quelque part ?
En fait, il y avait pas vraiment de motivation à me lancer en fait dans une dynamique entrepreneuriale. C'était pas mon premier motif. J'ai travaillé dans un certain nombre de cabinets qui étaient bercés par des changements. J'avais envie sur certains sujets de pouvoir développer des missions peut-être plus alignées avec un certain nombre de convictions. Peut-être qu'on en parlera à un moment donné si tu veux que je partage avec toi mes convictions. Et j'avais aussi envie de réunir autour de moi une équipe majoritairement pluridisciplinaire pour pouvoir avoir plus d'impact dans l'accompagnement du travail réel. Je suis psychologue du travail et des organisations, tu l'as dit en introduction. Je suis animé par le fait que la santé et la performance doivent faire partie de la même équation. Ça m'a toujours animé. J'ai trouvé dans cette filière, en tout cas au début, c'est un espoir. La promesse de cette formation pour m'apporter des solutions. Je suis aujourd'hui très heureux d'avoir suivi cette formation, mais je suis convaincu et je l'observe dans les organisations que la pluridisciplinarité est essentielle. Donc j'avais envie de pouvoir plus largement autour de moi avoir l'apport de compétences complémentaires et peut-être ne pas simplement être entouré de psychologues du travail ou de psychologues cliniciens, quand bien même voilà, on est un certain nombre au sein d'Équilibre et ça fait partie de ma famille professionnelle. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes combien chez Équilibre Conseil? On est 20 permanents, Okay. alors permanents, et puis avec les partenariats affiliés, on est une centaine à pouvoir couvrir l'ensemble des missions qui nous sont confiées. Ok, bon, on reviendra un petit peu sur l'absentéisme de toute façon qui va te permettre de nous préciser un petit peu ce que vous faites, mais c'est déjà effectivement une belle entreprise. Et justement, tu parlais de conviction, tu as plus de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, quelles sont tes convictions sur le rôle du RH dans la santé du travail? Sur le rôle du RH dans la santé du travail, si tu permets, dans la santé au travail, c'est déjà de pouvoir jouer un rôle de pilotage. Ce que j'observe aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, c'est de l'intérêt et des intentions. Si on est pragmatique, je pourrais faire tout le courant sur les 20 dernières années, mais j'ai pas envie d'ennuyer les auditrices et les auditeurs. Moi, je suis quelqu'un pragmatique, je regarde les résultats. Aujourd'hui, on a 43% de personnes dans le dernier baromètre Équilibre Opinionway qui déclarent ressentir quotidiennement du mal-être, de modéré à très élevé. Si on regarde les chiffres d'un certain nombre d'autres baromètres, on va avoir des phénomènes convergents. On parlera peut-être un peu plus tard des chiffres en lien avec l'absentéisme. On a plus d'une personne sur deux dans les organisations en moyenne qui a le sentiment que son entreprise n'en fait pas assez. Alors, ça ne veut pas dire n'en fait pas assez en termes de communication, d'affichage sur les murs, voilà, de journées santé, bien-être une fois par an. N'en fait pas assez au regard de ce qu'ils observent dans leurs propres conditions de travail et dans le périmètre de 5 mètres ou de 10 mètres autour d'elles ou autour d'eux. Donc, si on part de là, je pense que c'est le point de départ. Être en pilotage, c'est bien évidemment donner du sens, partager des intentions, mais c'est aussi s'équiper d'indicateurs pertinents pour être en capacité de suivre le résultat des actions que l'on met en œuvre. Alors, j'observe en fonction de la taille d'entreprise des dispositifs qui peuvent sembler complets, en tout cas pour répondre après l'intention aux obligations, mais peut-être que la dernière étape, c'est vraiment d'être orienté résultat. Et pour être orienté résultat, il faut une vraie réflexion sur les indicateurs et être en capacité de les suivre et de les partager dans le dialogue social, parce que je suis aussi convaincu qu'on n'obtiendra aucun résultat sans mobilisation en co-construction des parties prenantes et sans écoute réciproque, parce que les solutions doivent être sur mesure, quand bien même il y a des ingrédients génériques propres à chaque organisation, propres aux personnes qui y travaillent, et ça ne se fait pas voilà, de façon isolée, ça se fait en mobilisant, en rassemblant, et ça c'est aussi un des leitmotifs d'Équilibre. Pourquoi Équilibre? C'est pour agir sur le travailler mieux, mais c'est aussi pour être un acteur qui rassemble. Ok. Et tu vois, on parlait du rôle du RH, après il y a des RH, parce qu'il y a le RH qui est tout seul dans sa PME industrielle, il y a des RH qui sont dans des grands groupes corporate. Est-ce que tu vois des différences, toi, tu vois ton éventail de clients et de gens que tu accompagnes, que tu rencontres, de toute façon, même si ce n'est pas des clients que tu rencontres, dans le traitement de la santé au travail ou du travail? Oui, il y a beaucoup d'hétérogénéité, de variabilité, et tu le sais. Tu me poses la question et tu me permets d'y répondre. Alors déjà,
il y a un message que j'ai envie de faire passer, c'est que je ne suis pas insensible à la santé de mes interlocutrices et de mes interlocuteurs. C'est que les cordonniers ne sont pas les mieux chaussés et c'est valable en matière de santé au travail, et notamment pour les fonctions RH, avec sur les dernières années beaucoup de rationalisation des effectifs au sein des organisations, c'est un sujet. La fonction RH n'est pas épargnée par ce sujet, là où, au regard des enjeux, on devrait pouvoir peut-être réfléchir différemment sur les curseurs du ratio effectif par rapport aux objectifs confiés à cette fonction. En fonction de la taille des entreprises, entreprises uniques, entreprises multisites et des secteurs d'activité, il y a un premier élément, c'est sur la centralisation de cette fonction versus la capacité à garder des fonctions RH de proximité. Il y a aussi, dans la confiance qui est accordée aux salariés, la confiance que les salariés accordent à la fonction RH, c'est peu mesuré. Et tu me donnes l'opportunité de partager un chiffre avec toi. Dans le dernier baromètre, on l'a dans les diagnostics que l'on fait dans les entreprises, quand nos clients nous autorisent à évaluer la confiance que les salariés leur portent. On le fait avec les partenaires sociaux, avec la direction de l'entreprise, avec les managers et avec les RH. Les chiffres sont très différents. Quand tu as une fonction RH de proximité, tu as en moyenne un tiers des salariés qui auraient confiance pour venir partager une situation difficile de mal-être avec la fonction RH. Quand tu n'as pas de fonction RH de proximité, tu as une fonction centralisée, on descend en dessous des 10%. Ah oui. Et le dernier baromètre, c'est déjà un tiers, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais là tu as un salarié sur 10 en moyenne qui aurait confiance dans sa fonction RH pour venir lui confier une difficulté au travail. C'est très bas et je pense que ce chiffre, sans vouloir donner de leçons du tout, est déjà un chiffre sur lequel on doit pouvoir s'interroger. Et que, quelles que soient les intentions, on a parlé de l'intention, on a parlé de la réponse aux obligations, j'ai parlé de pilotage, il y a un sujet de confiance très clair. Parce que on peut se former, on peut se sensibiliser pour mieux détecter les signaux faibles. C'est la demande qu'on reçoit quasiment tous les jours. Mais faire venir à soi des personnes en confiance pour venir porter un témoignage, être écouté sur la situation, travailler ensemble pour comprendre la situation sans jugement et s'investir pour trouver des solutions en co-construction, voilà, c'est un chemin. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance à chacune de ces étapes. Ok, très clair. Tes valeurs perso, là-dedans, toi, quelles sont tes valeurs personnelles qui guident tes interventions aujourd'hui auprès des organisations et des entreprises? En complément de ce que j'ai partagé avec toi sur le fait que santé et performance, ça doit faire partie de la même équation. Hein, ouais. Ça, c'est aussi, j'ai vu beaucoup de tendances à les opposer. Et donc, ça doit faire partie de la même équation. Et si ça fait partie de la même équation, on doit pouvoir traiter de ces différents sujets au sein des instances de gouvernance et pas séparer. La santé, c'est uniquement un sujet RH ou un sujet HSE, et puis les autres fonctions de l'organisation, d'ailleurs dans les tours de parole au sein des comités de direction ou des instances de gouvernance et des temps de concentration. Deuxièmement, le mal-être. On a sorti un baromètre sur les causes racines du mal-être. L'objectif n'est pas d'être catastrophiste, c'est pas du tout le sujet. Je suis convaincu que le mal-être n'est pas une fatalité. D'ailleurs, dans les résultats de l'absentéisme, il y a une part incompressible pour un certain nombre de raisons, mais l'ensemble des spécialistes estiment que tu as 2/3 du pourcentage d'absence qui est compressible à partir du moment où on le comprend et on met des mesures en place. On subit ce qu'on ne comprend pas. Pour commencer à le comprendre, il faut le mesurer. Et donc ça, je suis attaché à ce sujet-là. Ouais. On subit ce qu'on ne comprend pas. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard de la complexité dans laquelle est la société en règle générale et se trouvent les entreprises, il y a besoin de s'équiper des bonnes expertises pour aller comprendre ce qui peut-être aujourd'hui est invisible et aller l'objectiver. Je suis attaché à l'indépendance. Je pense qu'on ne peut pas faire le métier qui est le mien avec liberté quand on n'est pas indépendant. Je suis viscéralement attaché. Je suis attaché au dialogue et à la co-construction, alors entre toutes les parties prenantes, à minima entre les représentants de la direction et les représentants du personnel, mais plus globalement entre toutes les parties prenantes et les forces vives d'une entreprise. Et le dernier point, la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité, j'en suis convaincu. Et je remarque que toutes les démarches qui ont porté les meilleurs résultats sont des démarches qui ont été animées par des comités de pilotage paritaires et pluridisciplinaires. C'est sans appel dans les résultats qu'on obtient. Ok. Avant de rentrer dans le sujet, dans le cœur du sujet qu'est l'absentéisme, je voulais juste revenir sur un point. Tu es vice-président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Alors,
avant de te connaître, je ne connaissais pas cette fédération, pour être très honnête. Donc j'ai creusé lors de notre échange préalable. Pourquoi cet engagement et pourquoi vous avez créé cette fédération et pourquoi toi tu es très acteur dans celle-ci en plus? Oui, alors à l'origine, je ne fais pas partie des fondateurs de la FIRPS. À l'origine, des cabinets se sont rapprochés avec comme leitmotiv de pouvoir partager les pratiques sur un champ en construction, qui est le champ des risques psychosociaux, et de pouvoir contribuer à mieux partager au sein de l'écosystème des professionnels sur ce sujet, au sein des réflexions du gouvernement en lien avec cette thématique des risques psychosociaux. Et j'étais observateur pendant un certain nombre d'années, étant consultant, membre d'autres cabinets. Et c'était assez naturel quand j'ai créé Équilibre de rejoindre cette fédération pour y apporter notre énergie, notre contribution. Et je suis vraiment attaché, par conviction, à l'alliance des compétences. Donc la confraternité est comme une particularité, c'est-à-dire que tous les cabinets qui font partie de la FIRP sont par ailleurs des cabinets concurrents dans les appels d'offres parce qu'on peut avoir les mêmes clients ou être sollicité. Mais on a réussi à créer un cadre à l'intérieur duquel c'est la confraternité qui domine. Et ça, c'est extrêmement précieux, à la fois agréable, et ça permet dans ces rythmes fous et cette compétitivité effrénée, d'avoir un espace de réflexion, un temps sacralisé dans lequel on partage une même valeur qui est justement le partage. Ouais, extrêmement intéressant et ce serait chouette que ce soit le cas dans beaucoup de professions parce que c'est pas toujours le cas. Donc vraiment, je trouve ça chouette. Si on revient sur l'absentéisme, alors déjà, ce mot, je pense que si on interviewe son RH, on va avoir peut-être 10 définitions. Toi, quand on parle d'absentéisme, on parle de quoi exactement pour toi? Je vais essayer d'en donner. Tu as raison. D'ailleurs, c'est un point de prudence dans les chiffres qui sont partagés, c'est de regarder comment ils sont calculés. Il peut y avoir des méthodes de calcul qui sont différentes. Si je donne une phrase extrêmement simple, c'est le nombre de journées perdues sur le nombre de journées théoriquement travaillées. Voilà à quoi correspond le pourcentage d'absentéisme. C'est donc un indicateur comptable, un chiffre, mais c'est pas que ça. C'est aussi un des indicateurs du mal-être, de déséquilibre dans la relation avec son travail, quand on n'est pas en capacité de pouvoir venir travailler. Le taux d'absence, il peut être nourri par des maladies dans les causes, des accidents du travail, mais aussi un certain nombre d'autres motifs. Mais retenons cette phrase, c'est le nombre de journées perdues sur le nombre de journées théoriquement travaillées. Ok, extrêmement simple, extrêmement concret. Et aujourd'hui, les grands chiffres, les grandes tendances, est-ce que tu vois aussi des évolutions d'ailleurs sur ces dernières années, sur ces chiffres? Alors, il y a beaucoup d'études que l'on peut trouver et en accès assez aisé d'ailleurs sur Internet pour les personnes qui nous écoutent, différents cabinets, certains sont concurrents, les mutuelles aussi communiquent beaucoup de chiffres, j'ai aucun problème avec ça et j'encourage d'ailleurs à aller lire ces études, c'est très intéressant. Il y a une étude qui est importante pour toi, sur laquelle il y en a plusieurs, il y a Heming, AXA, Apicil, JLO font partie de la FIRPS aussi qui sortent des études sur l'absentéisme, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut y avoir des différences mineures, mais les grandes tendances sont quand même convergentes. Donc là, on a accès à des moyennes. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est des éléments de variabilité extrêmement importants en fonction des entreprises. On a de plus en plus d'entreprises qui nous consultent et c'est la raison pour laquelle on s'est très fortement mobilisé sur le sujet de l'absentéisme. On a de plus en plus d'entreprises qui nous consultent avec une explosion de cet indicateur et une accélération depuis la première pandémie. Au niveau national, les moyennes, elles sont autour de 5% dans le secteur privé et de 8% dans le secteur public. Ce qu'on doit retenir, c'est une augmentation des arrêts de courte durée et une augmentation des arrêts de longue durée. Et ce qui me frappe, c'est que sur les 10 dernières années, avec une moyenne de durée de nombre de jours d'absence qui est un peu supérieure à 20 jours en moyenne, on a une augmentation de ce chiffre de 10 jours sur les 10 dernières années. Ouais, donc un jour de plus, on va dire, si on moyennise un jour de plus par an, tous les ans. On peut le dire comme ça pour que ce soit simple, tu as raison, mais 10 jours de plus. Et donc, on assiste aujourd'hui à une tendance dans les indicateurs face à laquelle personne ne peut dire qu'elle ne va pas continuer d'augmenter dans les prochaines années, surtout
si on n'utilise pas des méthodes pour approcher ce sujet différentes. Ok, tu as dit plusieurs choses qui sont importantes. Alors déjà, un point que tu as dit tout début, c'est le 5% versus 8%, 5% dans le privé versus 8% dans le public. Moi, j'ai des clients dans le monde privé, mais j'ai aussi je travaille pour plusieurs collectivités locales. Pourquoi cette différence aussi majeure? Est-ce que c'est calculé de manière différente? Pourquoi? Parce que l'écart est fort, tu vois. Alors, à travers les retours d'expérience que l'on peut avoir, mais aussi les échanges, tous les échanges que je peux avoir avec les spécialistes du sujet, je l'ai dit en introduction, et je ne porte pas que ma parole liée aux expériences et aux missions d'équilibre, c'est important. Les causes racines dans le macro, les causes racines macro dans le privé et dans le public sont globalement les mêmes. D'accord. On observe en revanche une différence dans la capacité de réguler les tensions qui vont être générées par ces causes racines du mal-être ou les causes racines à l'origine des risques psychosociaux. D'ailleurs, risques psychosociaux, qui est un terme souvent complexe, si on essaye de lui donner une définition concrète, disons, les risques psychosociaux sont l'ensemble des tensions à un moment donné que l'on va observer. Une tension n'est pas négative en soi, elle apparaît de façon normale dans une organisation, mais quand ces tensions, à un moment donné, commencent à avoir des impacts négatifs sur la santé individuelle, sur les relations, sur la coopération, sur la performance collective, là, le risque s'est matérialisé en impact. Et à l'origine de ces tensions, il y a un certain nombre de causes racines. Donc, on en parle maintenant ou plus tard. Oui, on peut en parler parce que je trouve ça hyper intéressant. Okay. Ces fameuses causes racines qui sont peut-être visibles ou invisibles en plus, je ne sais pas trop. Et ça veut dire quoi concrètement d'ailleurs, ces causes racines? Alors, tu as aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui par rapport à il y a peut-être 20 ans, qu'il y ait eu au fur et à mesure des travaux qui soient faits, portés par un rapport qui a été remis au ministre du Travail il y a maintenant il y a 14 ans, presque au moment de la création d'Équilibre, qui liste un certain nombre d'indicateurs en lien avec des facteurs psychosociaux dans les conditions de travail repris par l'INRS dans un référentiel qui a pour objectif de rassembler les différents professionnels autour d'un référentiel qui permet aussi aux entreprises de s'en saisir et qui permet, une fois qu'on a eu l'apport d'une expertise externe ou interne, de pouvoir faire vivre ces dispositifs. Il y a beaucoup d'indicateurs et quand on essaye de prendre de la hauteur, pas simplement d'un point de vue des croyances, mais en utilisant des modèles statistiques puissants et adaptés, et en croisant l'exposition à ces indicateurs avec des impacts comme le mal-être, eh bien, on arrive à une modélisation qu'on peut résumer par l'acronyme des 3 S. Soutenabilité, soutien et sens. On retrouve, je pourrais le développer, on retrouve la même chose dans le privé, on retrouve la même chose dans le public. On a confié la production de ces données à un partenaire Opinionway parce que on le fait avec nos clients, mais on pourrait aussi, et je pourrais, en tant que responsable d'un cabinet de conseil et donc d'une organisation privée, d'être responsable, de venir agiter le catastrophisme pour vendre nos solutions. Ouais. C'est pas du tout mon sujet. Et donc, on a confié à Opinionway le fait d'objectiver, et je ne pouvais pas connaître les résultats en amont, et on retrouve les mêmes résultats. C'est aussi cohérent avec les modèles fondamentaux de psychologie du travail des organisations, Karasek par exemple, Sigrist, on peut détailler ou on peut trouver leurs explications sur Internet assez facilement, auxquelles on vient rajouter le sens. Et donc, ces 3 S sur la soutenabilité, c'est la soutenabilité en termes de demande psychologique, sur les aspects cognitifs et sur les aspects émotionnels. C'est le déséquilibre entre les contraintes et les ressources qu'on est en capacité de mobiliser. Mais n'oublions pas la dimension émotionnelle, elle est très importante. Et la capacité à pouvoir gérer émotionnellement la relation à son travail, c'est quelque chose qui a explosé en termes de déséquilibre sur les dernières années. Dans le soutien, c'est la capacité d'une organisation, à travers sa fonction managériale également, de pouvoir apporter de l'écoute, de la reconnaissance et s'assurer que l'information circule bien. Il ne suffit pas de la partager, il faut qu'elle soit reçue dans le cadre d'une opération, un émetteur et un récepteur. Et puis, en termes de sens, il y a 2 dimensions qui ont plus d'influence que les autres. C'est le sentiment de pouvoir faire un travail de qualité et l'utilité perçue du travail que l'on fait. Et tu vois, à travers ces 3 grandes dimensions, tu as là les causes racines que l'on retrouve dans toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Et maintenant, attention, il y a d'autres causes racines qui peuvent être spécifiques
à chaque organisation. Okay. Donc, j'encourage à ce que chacun puisse mobiliser sa propre méthode de mesure. C'était ma question, c'était pas préparé, mais c'était ma question suivante. C'est, moi, je suis RH dans une organisation, j'ai pas des moyens de dingue. Comment je peux aller chercher ces causes? Comment je peux Est-ce qu'il y a des signaux faibles qui doivent m'alerter? Comment est-ce que je peux aller au devant de tout ça pour ensuite on en parlera des pistes d'action. Déjà, je suis RH, je n'ai pas beaucoup de moyens, ça ne doit pas être un obstacle. Et je caricature forcément parce que tu fais bien, mais tu fais bien parce que je rencontre un certain nombre d'interlocuteurs, on n'a pas de moyens. Pas une excuse. Non, c'est pas une excuse, je suis d'accord. C'est un élément à prendre en compte. Par ailleurs, quand il y a un signalement harcèlement ou quand il y a à un moment donné une situation de crise qui apparaît, la situation de la mobilisation des moyens n'est plus la même. Voilà. Donc, en prévention, à minima, s'assurer qu'il y a des fondamentaux, s'assurer que toutes les personnes qui ont besoin d'être écoutées puissent l'être dans son organisation, faire en sorte que pas simplement les managers, tous les salariés puissent être informés, sensibilisés, voire formés en fonction de la fonction qu'ils occupent sur tous les risques auxquels ils sont exposés, dont les risques psychosociaux, en tout cas tout ce qui peut impacter leur santé au sens large, à la fois leur santé physique et leur santé mentale, et se doter d'une capacité de pouvoir évaluer l'exposition aux risques professionnels. C'est d'ailleurs une obligation à intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de transférer les actions dans un PAPRI Pacte. Et ce que je trouve très intéressant avec le PAPRI Pacte, le plan d'action de prévention des risques, d'amélioration des conditions de travail, c'est qu'on doit y mettre une action, un porteur de l'action, des objectifs et des indicateurs et des budgets. Ça veut dire qu'on intègre le plan d'action en matière de santé et sécurité au travail dans une dynamique budgétaire, dans un rythme et avec une vraie réflexion d'indicateurs. Là, Florent, aujourd'hui, je peux te dire que on est encore loin d'obtenir des résultats et une maîtrise satisfaisante de ce fameux PAPRI Pacte. C'est certainement un axe de progrès et en tout cas, j'encourage très fortement dans ce sens. Ok. On parle souvent des managers de proximité. Comment l'absentéisme pèse-t-il sur eux au quotidien? Il pèse très fortement parce que les managers de proximité font aussi partie des personnes absentes. Oui. Et il pèse très fortement parce que quand il y a de l'absence dans leurs équipes, selon les marges de manœuvre dont tu bénéficies, ça va de débrouille-toi à on a une ressource pour toi, quoi. Ça va de débrouille. Je caricature, mais oui, tu as raison, mais oui, ça peut être ça. Donc on a déjà des impacts psychologiques sur l'absence. Ça peut être, on est dans une équipe, l'absence de son responsable. Oui. On se pose un certain nombre de questions. Ça sécurise pas psychologiquement dans son travail. Je suis manager, il y a des arrêts dans mon équipe, il faut les qualifier déjà, parce qu'on peut avoir des arrêts pour un certain nombre de raisons. C'est pas une chose d'un arrêt long que l'on sait, qu'on peut même anticiper d'un arrêt. L'arrêt en tant que tel, l'arrêt comptable, n'est pas le point de départ. On doit comprendre ce qu'il y a derrière les arrêts, bien évidemment, mais ça désorganise, ça déstabilise, ça diminue la capacité de production des personnes qui sont en arrêt. Potentiellement, ça transfère de la charge sur les personnes qui restent en fonction des enjeux, enfin, des personnes qui ne sont pas absentes. Ça a un impact sur potentiellement la qualité du travail. Ça peut avoir un impact sur la relation avec les clients. Ça a un impact sur les engagements financiers en cas de besoin de ressources supplémentaires. Il y a de multiples impacts. Et ces impacts, d'ailleurs, dans la méthode coût-performance cachée, qui est aujourd'hui portée par Laurent Capelletti, qui est un socio-économiste, il invite à les évaluer économiquement. Et le résultat, c'est en moyenne 5 000 € par salarié et par an. C'est loin d'être neutre. Une entreprise de 200 personnes, c'est 1 million en moyenne. En moyenne. Oui. Ça peut être moins pour certaines qui ont un niveau de maîtrise du sujet, mais ça peut être beaucoup plus. Et au niveau national, on a des coûts visibles, directs, les 17 milliards de la sécurité sociale. Mais quand on évalue l'ensemble des impacts invisibles et qu'on s'inscrit dans le fait de les chiffrer,
l'ensemble des spécialistes attribuent aujourd'hui à plus de 100 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'éducation nationale et même plus que le budget de la défense. Donc ça donne quand même voilà, une signature des enjeux humains, on en a parlé, et économiques de ce sujet. Ok, très très clair. Moi, j'ai envie d'aller sur des pistes d'action. Très concrètement, je suis RH, j'ai fait le constat que dans mon organisation, l'absentéisme était peut-être élevé ou plus élevé que la moyenne, ou encore peut-être trop élevé, ou ressenti comme trop élevé aussi, parce que si c'est pas mesuré, ben, c'est un peu difficile effectivement d'argumenter. J'ai bien aimé d'ailleurs quand tu l'as dit tout à l'heure, l'aspect indicateur, KPI qui pour toi effectivement, qui est effectivement extrêmement important. Tiens, avant d'entrer dans les actions, je vais aller sur ce sujet-là. C'est quoi pour toi les 3-4 indicateurs qu'un RH doit absolument avoir aujourd'hui en 2025 sur le sujet de l'absentéisme? La satisfaction globale, qui est un indicateur simple à mobiliser et qu'on retrouve dans la plupart des baromètres de satisfaction ou des baromètres annuels sociaux. Parce que tu as des baromètres aussi hebdo, tu sais, tu as des applications, tout ça. Peut-être un peu moins hebdo, je ne suis pas convaincu. Okay. Annuel à minima. Ouais. Et quand on traverse des périodes de changement, peut-être réfléchir en tout cas sur la bonne périodicité. Mais en tout cas, à minima une fois par an, tous les jours, c'est certainement pas utile. Et entre les deux, à adapter en fonction de l'entreprise, de ses besoins, de sa stabilité versus du fait qu'elle soit en période de changement. Maintenant, je reviens après sur la satisfaction globale, si tu veux bien. L'absentéisme, évidemment. Le fait de pouvoir aussi évaluer d'autres indicateurs en lien avec le stress, de pouvoir évaluer des indicateurs en lien avec la fatigue, en lien avec le mal-être, c'est important. Est-ce que tu me permets de partager avec toi un enseignement des données du baromètre de cette année en 2025 avec OpinionWay? C'est que tu as globalement, je pense que c'est quand même intéressant, tu as globalement 80% des personnes qui ont répondu entre 0 et 10, qui ont répondu être satisfaits entre 6 et 10. Ok. Ça, on a à peu près la même chose dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Et tu sais que quand bien même tu évalues 50 ou 100 indicateurs, plus tu remontes, plus l'entreprise est importante et plus tu remontes vers les instances de gouvernance, plus les indicateurs se réduisent parce qu'il y a un temps d'antenne au moment de la réunion qui est assez court. Et donc, tu te retrouves avec une diapo sur les 150 initiales qui ont été remis soit en interne, soit par les cabinets de conseil. Et puis, si tu as la chance d'avoir un niveau de satisfaction globale qui est important, tu te retrouves sur la diapositive avec satisfaction globale. Tout va bien chez nous et donc on peut passer au sujet suivant. Or, la plupart du temps, on présente une moyenne. C'est 6,9 en France, la moyenne sur le dernier baromètre, dernier sondage que l'on a lancé. Mais il faut regarder la distribution. Parce que c'est pas une élection, en fait, la santé au travail. Si tu as 10%, 20%, 30% des personnes qui ont répondu une note inférieure à 5, tu as déjà là, en fait, une source de vulnérabilité à laquelle il faut s'intéresser. Et l'autre enseignement, c'est le paradoxe. Donc, la satisfaction a un niveau de corrélation qui est quand même assez significatif avec l'absentéisme, notamment pour les notes inférieures à 5. Mais tu as des personnes qui sont en capacité d'exprimer des satisfactions de niveau 6 ou de niveau 7. Donc, globalement, si on enlève le chiffre, je suis capable de dire je suis globalement satisfait ou je suis attaché à mon travail, et qui pour autant, quand on leur pose la question « Avez-vous ressenti du mal-être au cours des 6 derniers mois ?» te répondent oui. Et donc, ce paradoxe-là, il est fondamental. Ce qui veut dire que je réponds peut-être un peu différemment à la question que tu me poses, mais le message que je veux passer, le message clair, c'est qu'aujourd'hui, en fonction des indicateurs que vous avez ou que vous n'avez pas dans votre organisation, vous allez voir des choses où vous ne les verrez pas. Et mon sentiment, accompagné de mes observations et accompagné de nos analyses dans les organisations, c'est qu'il manque aujourd'hui des indicateurs pour aller voir ce qui est invisible. Et c'est clairement dans l'invisible du travail aujourd'hui que se joue cette complexité qu'on n'arrive pas à appréhender et à laquelle s'adosse cette fatalité. Le monde est complexe, le monde nous dépasse, on ne peut plus rien faire, on ne comprend plus les personnes, on ne sait plus pourquoi elles viennent ou elles ne viennent pas. Et je dis attention, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut renforcer l'individualisation du travail. Tu sais, dans la société en ce moment, il y a ce débat sur la fraude sociale, comme à un moment donné on va augmenter le contrôle. C'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, à un moment donné on doit attribuer
la responsabilité sur les différentes personnes et leurs fragilités. On doit se concentrer sur ce qui est invisible dans le travail réel et pour ça, vraiment travailler ces indicateurs, mobiliser des méthodes appropriées, c'est fondamental. Et j'ai envie qu'on soit pragmatique dans le conseil. Tu me demandes un conseil, partons du résultat. Moi, je rencontre beaucoup de personnes animées de bonnes intentions, je l'ai dit au début. Oui. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ok. Comment vous mesurez l'efficacité ? C'est une somme d'actions, mais. Oui, mais comment sans vous strat, mesurez l'efficacité, tu vois ? ouais. Comment vous mesurez la confiance que les salariés ont dans les dispositifs que vous mettez en place ? Et comment vous prenez en charge votre propre santé, vos propres conditions de travail ? Et il faut qu'on remonte d'un cran. Oui. Comment les directions d'entreprise, aujourd'hui, prennent en compte la santé de l'ensemble des personnes qui ont en charge la santé des autres salariés. C'est valable pour la fonction RH, c'est valable pour les élus et les représentants du personnel, et c'est évidemment valable, on en parlait plus tôt, pour l'ensemble des fonctions managériales qui, aujourd'hui, je ne parle pas des personnes, je parle de les personnes, mais la fonction, d'un point de vue organisationnel, est clairement le fusible du déséquilibre des organisations. Et je souhaite qu'on soit vraiment attentif, parce que le réflexe des plans d'action, c'est de dire, OK, on a un mauvais management, on va faire des formations managériales. Bien sûr qu'il faut accompagner la fonction managériale, elle est centrale. En tout cas, elle peut faire partie parfois des causes racines en fonction des postures et des comportements, mais elle fera toujours partie des solutions. Et ça, c'est important qu'on ne l'oublie pas. Et je rencontre beaucoup de managers qui en ont assez. Ils n'écoutent même pas quand on parle du sujet parce qu'ils se disent on va en prendre encore plein le dos alors que nous-mêmes on n'y arrive pas. Et je ne sais même pas comment je vais revenir le mois prochain, le mois suivant, parce que je suis tellement épuisé. Donc, dissocions les personnes des fonctions. Attachons-nous à l'organisation et à l'activité réelle des managers. Avant de leur rajouter de nouvelles obligations, étudions, écoutons-les et soutenons-les. Ok, extrêmement intéressant. Une fois que tous les chiffres sont posés, qu'on a effectivement un minimum de données correctes, en tout cas une base de données qui est correcte, justement, comment prioriser les actions sans se disperser ? Si aujourd'hui je suis confronté à ce sujet, je fais quoi ? Je commence par quoi ? Alors, je peux appeler équilibre, super, mais je peux faire quoi d'autre ? Oui, mais en fait, déjà, on a franchi une étape. Je te remercie de tes questions. C'est-à-dire que on se concentre pour identifier quels sont les bons indicateurs par rapport à sa structure. Et donc, on a le choix, il y en a beaucoup, et il faut pouvoir les sélectionner par rapport à sa structure. Ça nous a permis de passer à une étape, c'est que le silence, parler de l'invisible, n'est pas le diagnostic. On s'outille pour objectiver. Et encore une autre étape, c'est que le chiffre n'est pas le diagnostic non plus. Donc, on a 50% des personnes qui aimeraient être plus reconnues. Ça ne nous dit pas ni de quel type de reconnaissance. Donc, on a besoin d'aller chercher aussi des données qualitatives. On met en discussion le résultat d'un diagnostic dans, à minima, un comité de pilotage, je l'ai dit au début, paritaire et pluridisciplinaire. On le met en discussion avec les équipes. On met les managers aussi en capacité, les RH et les managers, en capacité de recevoir ce diagnostic, d'être capable d'en être les relais. De pas simplement s'appuyer sur des consultants externes qui vont venir faire une restitution. Ça a l'air bien au moment où on fait la restitution, mais c'est pas eux les artisans du quotidien. Et les représentants du personnel, par exemple, faut pas en avoir peur. Au contraire, quoi. Là, Évidemment que non. Là, si tu m'autorises à livrer un témoignage sur toutes les démarches qu'on met en place, qu'on soit sollicité par les directions des ressources humaines ou qu'on soit sollicité par les représentants du personnel, j'essaye au maximum qu'on se mette autour de la table et qu'on regarde comment on va pouvoir travailler ensemble. Les meilleurs résultats obtenus aujourd'hui sont les résultats dans lesquels on a pu travailler avec des comités paritaires. Ce sont les meilleurs résultats, vraiment. Et quand on fait le retour d'expérience avec les parties prenantes de ces comités, plusieurs nous disent « j'y aurais pas cru, j'avais pas envie, j'avais pas confiance ». Mais la confiance, ça se construit. Et la confiance, ça se construit au-delà de ses croyances, au-delà de ses représentations. Et pour rassembler, il faut de la méthode. Ça, c'est aussi un retour d'expérience et un enseignement. On n'y va pas simplement en se mettant autour de la table et en partageant ses ressentis. Quand on fait partie d'un comité de pilotage, c'est pas un groupe d'écoute et de soutien, c'est bien une instance de pilotage et on se muscle pour être en capacité de piloter et pour ça, on s'articule autour de méthodes. Ok. Justement, si on va sur ces méthodes, ce serait quoi les méthodes aujourd'hui indispensables ? Ou la méthode indispensable s'il n'y en a qu'une ? Alors, en termes d'objectivation, c'est de pouvoir
croiser du quantitatif et du qualitatif. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais on doit avoir ces ingrédients-là. On doit pouvoir utiliser les datas disponibles dans l'entreprise, les datas d'absence. On doit pouvoir aller objectiver la perception des collaborateurs à travers des outils quantitatifs et être à l'écoute du travail réel et en fonction des activités, écouter celles et ceux qui le font et venir observer l'activité de travail. Et c'est le résultat de l'ensemble de ces informations qui permettra d'avoir un diagnostic construit. Derrière, tu m'as posé la question sur comment on ne se laisse pas déborder par un grand nombre d'actions. Eh bien, encore une fois, on associe les possibilités d'action aux enjeux et à ses capacités. J'ai une liste de 10 actions. En quoi chacune de ces actions va me permettre de me rapprocher de mon objectif. Ça, c'est un point important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ça, il faut avoir défini des objectifs. Ouais. Okay. Et j'interviens dans, on va dire en première instance, si tu veux, dans des entreprises où quand je pose cette question, quels sont vos objectifs? La réponse, c'est faire en sorte que les salariés soient bien, qu'il y ait du bien-être. C'est pas suffisant et c'est pas le sujet. Et d'ailleurs. Comment? Tout le monde veut ça. Mais tout le monde veut ça, mais c'est une intention louable, mais c'est hors sol de la réalité du travail. Donc des objectifs, s'intéresser en quoi cette action a la chance de pouvoir avoir un niveau d'impact au regard des objectifs et quelle est notre capacité à pouvoir la mettre en œuvre. Parce que ça sert en fait, l'objectif n'est pas de communiquer un plan d'action. L'objectif est, en mettant en place les actions dans ce plan d'action, d'obtenir de meilleurs résultats pour agir sur la partie compressible du mal-être et de l'absentéisme et en même temps mettre en œuvre des organisations qui vont avoir cette capacité de développer de l'épanouissement et de la performance durable. Ok. Tu as parlé tout à l'heure d'un sujet autour du contrôle. Ton avis sur les contrôles médicaux aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entreprises qui misent sur ce sujet. Moi-même, je l'ai fait à une époque quand j'étais RH, pour être très honnête. J'avais un sentiment que c'était assez inefficace, moi en tout cas quand je l'ai vécu. Mais est-ce que tu partages ce sentiment? Comment toi est-ce que tu le préconises aujourd'hui? Déjà, non. Ok. En tout cas, c'est clair. Je vais dire non parce que dans le temps qu'on a, je préfère défendre une autre position. En réalité, je suis pour la complémentarité des méthodes. Mais je pense que dans le temps que tu as la gentillesse de m'accorder, mon rôle aujourd'hui est de beaucoup plus insister sur l'intérêt qu'on doit porter à l'organisation et au travail en tant que tel. La santé du travail et pas simplement la santé au travail des personnes. D'ailleurs, les résultats des organismes de contrôle qui publient régulièrement disent que c'est moins d'un contrôle sur 10 qui confirme une fraude. Moins d'un contrôle sur 10. Moi, c'était des résultats que j'avais, c'était très faible, effectivement. Donc, ils le disent aujourd'hui. Quand on rentre dans le contrôle, on envoie aussi un message à l'ensemble de l'organisation. Alors, on va satisfaire des personnes parce que quand on fait les démarches d'accompagnement de l'absentéisme au début, quand on interroge un certain nombre de personnes en situation de responsabilité, il peut y avoir cette croyance que l'entreprise est trop laxiste, que les gens trichent, profitent, abusent. Est-ce qu'il y a parfois des personnes qui trichent et qui abusent? Oui. Mais est-ce que le pourcentage de ces personnes qui trichent et qui abusent par rapport aux impacts humains, d'organisation et financiers, c'est l'angle à investiguer? Évidemment que non. Là, on va trouver des réponses. C'est dans les causes systémiques, c'est dans les causes structurelles. Et tant qu'on ne s'interroge pas sur ce sujet qui est beaucoup plus complexe, on n'obtiendra pas de résultats. Ok. Et du coup, pour réussir, je suis convaincu, moi, que le RH tout seul, il ne peut pas faire grand-chose avec ses petits bras musclés. On a parlé des partenaires sociaux, évidemment. Mais moi, j'ai aussi en tête, tu vois, la direction générale, les directions opérationnelles. Comment faire en sorte que, justement, cette direction générale, la direction opérationnelle, elle porte ce message et elle soit actrice et volontariste? Tu portes une conviction et je la partage avec toi. Et je vais le dire avec mes mots. Si les RH sont les seuls à porter ce sujet, on n'y arrivera pas. D'accord. Et qu'il n'y ait aucun quiproquo pour nos amis RH qui nous écoutent. Ce n'est pas un sujet de compétences et je ne veux absolument pas être dans un courant que je combats d'ailleurs du RH bashing. Pas du tout. C'est que ce qu'on observe,
c'est que pour pouvoir mettre en place des actions, il faut des moyens. Il faut des moyens dans les équipes RH, déjà. Il faut des moyens peut-être pour aller chercher des partenaires qui ont une expertise qu'on n'a pas en interne. Il faut, une fois qu'on a fait un diagnostic et qu'on a déjà dépensé de l'énergie, voire des ressources financières en mobilisant des partenaires externes, il faut pouvoir valider un certain nombre d'actions qui chacune vont avoir un coût en temps, en argent, les deux étant liés aussi. Donc, comme je disais au début, on ne peut pas simplement être dans l'intention. Il faut passer de l'intention et de la réponse en urgence aux obligations à une dimension stratégique. Et cette dimension stratégique, elle doit mobiliser l'ensemble des organes de gouvernance de l'organisation, et passer de la réponse en réaction à la stratégie, c'est autre chose. Et ça veut dire que d'ailleurs, les plans d'action qui seront pilotés par la fonction RH, parce qu'il y a besoin de ce rôle pour piloter, pour faciliter, répondront à un axe stratégique et moins à une contrainte, à une obligation, ou parfois, évidemment, une intention alignée aux valeurs de l'entreprise, mais avec des résultats qui sont globalement insatisfaisants. Donc c'est en augmentant la considération sur la santé au travail à un niveau stratégique, en faisant, dans la prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes, un véritable capital immatériel de l'entreprise, qu'on va passer un stade. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, ça veut dire que quand à un moment donné, notre collègue RH, quand on est autour d'un comité de direction, comité de direction élargi, parle de ce sujet, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous individuellement, mais ça nous concerne tous dans notre responsabilité. Donc c'est pas le moment où on va faire une pause, c'est pas le moment où on est en train de regarder ses mails parce que c'est pas nous, c'est les RH. Ouais, ça concerne le tout cas le monde. classique, c'est le problème des RH. Exactement. Ouais. Bon, donc j'ai quand même de l'espoir, parce que je rencontre un certain nombre d'entreprises dans lesquelles je vois cette évolution. Okay. Je vois des dirigeants beaucoup plus sensibilisés sur le sujet. Je vois des dirigeants qui portent le discours que je suis en train de partager avec toi, et au-delà du discours, qui se bagarrent pour mettre en œuvre les moyens de pouvoir concilier résultats avec déclaration. Ouais. Je pense qu'effectivement, puis c'est un sujet dont on parle plus. Je crois d'ailleurs que le jour où on enregistre aujourd'hui, c'est le jour de la santé mentale au travail. Je crois, on est le 10 octobre, pour être comme ça, vous saurez tout. Donc c'est aussi un sujet dont on parle plus, qui est quand même plus couvert médiatiquement, sur lequel il y a une sensibilisation du grand public aussi plus importante qu'il y a quelques années. Oui, t'as raison, mais encore trop pour moi sur un versant très émotionnel, sur un versant très individuel. Tu vois, même là, dans le... je veux dire, les prises de parole sont souvent des témoignages individuels, ça permet de prendre conscience, mais on doit vraiment remettre dans les débats, au centre des débats, le sujet du travail en tant que tel. Tu vois, on parlait de la fédération des intervenants en risques psychosociaux. Je me suis inscrit dans cette dynamique-là. Je fais aussi partie d'associations et de syndicats, des experts certifiés dans l'accompagnement des CSE. Il y a des débats de fond, parfois des débats idéologiques, mais ce qui doit réunir tout le monde, c'est le sujet du travail, la santé du travail, et ne pas perdre de vue qu'en réalité, un psychologue du travail et des organisations, tu vois, on en parlait au début, est attaché à la santé de l'organisation. C'est pour ça que du travail et des organisations, c'est important, à la santé de l'organisation, à la santé du travail, qui peut avoir comme impact la santé mentale, la santé physique et la performance de l'organisation. Donc il y a vraiment dans ma mobilisation une double composante humaine, bien sûr, donc je suis sensible à tous les récits individuels, mais aussi de compétitivité. Ouais, c'est vraiment intéressant, et ça, pour le coup, ça va un peu à contre-courant des débats. On entend plus parler de retraite que de travail en ce moment. Tu vois, donc voilà, où je pense qu'effectivement la place du travail, et bien sûr il faut savoir s'arrêter à un moment, mais en tout cas la place du travail est importante quand même dans nos vies, et peut jouer dessus. Avant qu'on vienne sur un peu ta vision d'avenir, est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, que tu aurais aimé partager avec nous pour nos auditeurs et nos auditrices RH? Un message parmi plein d'autres que j'aimerais passer, c'est ce qui me donne envie de me lever tous les matins, c'est de ne pas se résigner à la fatalité. Je le porte, je l'observe dans les retours d'expérience de certains clients ou d'entreprises qui me font l'amitié de pouvoir partager un retour d'expérience, même s'ils sont pas clients. Il n'y a pas de fatalité sur ce sujet. Vraiment pas. Dans l'absence, il y a à peu près 2/3 de compressibles. On a des données extrêmement sérieuses du CNAM et des données internationales sur une évaluation du retour sur investissement
de 4 euros pour 1 euro investi très rapidement, très rapidement. Il faut regarder voilà, les témoignages de Laurent Capelletti, par exemple, sur ce sujet, ou les données de la ISS au niveau international. Donc, voilà, ne succombons pas à la croyance de la fatalité. C'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire que ce n'est pas possible de le faire. Ok. Tu rencontres beaucoup de professionnels RH dans tes environnements pro, parce qu'ils sont multiples. Quand tu regardes la fonction RH aujourd'hui, qu'est-ce qui te réjouit le plus dans ces évolutions récentes? A contrario, peut-être qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour leur avenir? Et puis, c'est la dernière question, ça fait 3 questions en une, c'est beaucoup. Mais voilà, si tu avais une baguette magique pour transformer la fonction RH demain, ce serait quoi ta première action? Alors, je reviens, aujourd'hui, qu'est-ce qui te Alors, je peux partir de la fin, on va revenir au début. Ouais, quand tu veux. Bon, déjà, je suis pas un magicien, et ça, c'est très important. Ni une fée. Et c'est ni une fée. Et je suis très attentif au rôle du sauveur, ou à l'aspect magique sur un objet dont on est en train de parler, qui est un objet complexe, qui doit, quand bien même on est reconnu en tant qu'expert sur le sujet, forcer à la modestie. Et je te l'ai dit, je suis pour l'alliance des compétences, et toutes les personnes qui ont envie de s'unir, quelle que soit l'appartenance de leur entreprise, pour mieux accompagner les organisations à comprendre le travail réel et mieux les accompagner à travailler mieux, sont évidemment les bienvenus dans le temps que je peux consacrer et dans toutes les alliances que l'on pourrait construire. Déjà, Florent, je m'inquiète. Okay. Déjà, tu me parles de la fonction RH, je m'inquiète. C'est pas nouveau. Je m'inquiétais déjà au moment de la période Covid. Pourquoi je m'inquiétais? Parce que je rencontrais tous les jours des interlocuteurs et des interlocutrices épuisés. Ce qui pouvait être rassurant, c'est qu'au moment du Covid, le binôme dirigeant RH s'est reconstruit, l'entreprise a redécouvert, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais le caractère essentiel de la fonction, après des années de RH bashing, d'insatisfaction, où je pense que c'est comme la discussion qu'on avait sur les managers, il faut être extrêmement vigilant sur les mots qu'on utilise. Les mots peuvent être des armes, et de bien dissocier, y compris, je passe ce message pour l'ensemble des acteurs du dialogue social, que ce soit côté direction ou élu. Les mots peuvent être des armes, on peut avoir des objectifs, mais dissocier les personnes des fonctions est quelque chose vraiment de fondamental, et ça peut faire des dégâts extrêmement importants si on parle de mal-être et si on parle de risques psychosociaux. Donc, je m'inquiétais. On avait fait un sondage avec SubDRH en commun sur quelles sont les attentes des dirigeants vis-à-vis de la fonction RH, et quelles sont les attentes des salariés vis-à-vis de la fonction RH. Et dans le podium, si je prends qu'un exemple, les dirigeants avaient comme attente vis-à-vis de la fonction RH d'être en capacité d'accompagner une meilleure attractivité de l'entreprise et de faciliter les recrutements, à la fois qu'on ait des postes pourvus, mais aussi dans le process et dans l'efficience des process. Attente des dirigeants. Attente des salariés majoritaires, être mieux écoutés et mieux compris par la fonction RH. On est 4 ans ou 5 ans après. Je n'ai pas le sentiment que la résolution de l'équation de l'attractivité et du recrutement soit parfaitement satisfaisante, d'une part. Et je n'ai pas non plus le sentiment que la résolution de l'équation de l'écoute de proximité soit aussi satisfaisante. Alors, pourquoi je m'inquiète? Parce que, dans une situation avec un rôle très important et avec des personnes épuisées et fragilisées, on a très peu d'informations sur la possibilité d'avoir repris de l'oxygène. Et les attentes qui étaient des espoirs, qui se transforment aujourd'hui en insatisfaction, sont toujours présents. Donc, trouver les leviers pour pouvoir, quelque part, attirer, intégrer, fidéliser au sein des organisations, un enjeu de compétitivité, mais pouvoir aussi trouver les solutions pour renforcer la proximité qui ne repose pas que sur les épaules de la fonction RH. C'est comment on fait alliance avec les managers, avec les représentants du personnel, pour faire en sorte que aucune femme ou aucun homme, aucune personne ait le sentiment de ne pas être écouté, parce que c'est certainement ce qui nous permet de nous considérer comme réellement des êtres humains, et le premier niveau de la reconnaissance le plus puissant dans n'importe quelle organisation. Ok, très très clair.
À propos de RH, est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast? Des gens qui t'inspirent, soit des praticiens, soit comme toi, des personnes qui ont un rôle de support à la fonction? C'est une question qu'on me pose régulièrement dans les tables rondes, pour les prochaines tables rondes. Je suis toujours embêté pour répondre à cette question parce que j'ai envie de me fâcher avec personne. Non, bien sûr. Tu vois, c'est compliqué, mais... Soit une personne que tu aimes bien entendre ou à contrario que tu n'as jamais entendue, tu dis ouais, j'aimerais bien celle-là l'entendre pour une première fois. Je pense que ce serait intéressant que tu puisses inviter l'équipe RH de la Maïf. Ouais, et quand je réponds, je pourrais te donner 50 noms, mais je vais t'expliquer pourquoi. En lien avec le thème de ce podcast sur l'absentéisme, la Maïf a mis en place une démarche, en tout cas a eu la volonté de mettre en place une démarche différente de la façon dont elle approchait le sujet de l'absence au travail sur les 5 ou les 10 dernières années. Donc, il y a déjà eu une prise de conscience du besoin de mettre en place et d'expérimenter une approche différente. L'approche qui a été mise en œuvre intègre beaucoup d'ingrédients dont on a parlé dans ce podcast. Du quantitatif, du qualitatif, la mobilisation des données existantes, du sur-mesure, le croisement de l'ensemble de ces données, l'interaction entre l'équipe RH, les partenaires sociaux et les instances de gouvernance, un diagnostic qui a été chercher les causes racines au-delà des connaissances habituelles hiérarchisées dans les baromètres sociaux, reconnues par la Maïf en tant que telle. C'est-à-dire que la démarche qui a été mise en place a permis d'aller pointer des sujets qui étaient peut-être aujourd'hui invisibles. La mobilisation de l'ensemble des managers pour animer les équipes, discuter le diagnostic, pour être en capacité collectivement de venir présenter des propositions d'action au comité de direction qui a arbitré, et aujourd'hui la mise en œuvre d'un plan d'action complet en lien avec des causes racines. Donc ce retour d'expérience, et à mon avis aujourd'hui, déjà, il est très contemporain, tu vois, de notre échange aujourd'hui. Il est associé au thème dont on est en train de parler, et avec la capacité de pouvoir partager des bénéfices concrets. Donc tu pourrais inviter des membres de la DRH de la Maïf pour échanger avec toi. Ce serait très intéressant pour les auditrices et les auditeurs. Ouais, excellente idée. J'étais en plus jamais eu sur ce podcast. En tout cas, donc je prends. Comment tu fais ta veille professionnelle, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu prends le temps de la faire? Bien sûr. Est-ce que tu es plus livre, newsletter, podcast ou réseaux sociaux? Comment est-ce que toi, tu pratiques? Plusieurs sources sur la veille professionnelle. J'ai déjà la chance de faire partie d'un cabinet avec un certain nombre de collègues qui chacun ont un rôle dans cette veille professionnelle. Et puis je suis au-delà des missions sur lesquelles je suis présent, je suis alimenté par les retours d'expérience de toutes les missions faites par Équilibre. Je fais partie de la FIRPS, tu en as parlé, et c'est une source de veille professionnelle qui est importante. Je fais partie d'une association des cabinets certifiés, experts CSE. C'est extrêmement enrichissant, et aussi d'un certain nombre d'autres syndicats. Donc il y a une veille juridique, il y a une veille professionnelle. On mène ensemble des groupes de travail sur les tendances, et j'ai beaucoup de plaisir à y participer parce que quand on partage nos connaissances, on repart tous 2 fois plus enrichis ou encore plus enrichis. Tu connais ça. Donc ça, c'est magique en réalité. Et j'écoute ton podcast. Et je te dis pas ça parce que je suis avec toi aujourd'hui. J'écoute ton podcast. Et aujourd'hui, c'est une référence sur le sujet, des questions à la fois bienveillantes et pointues. Donc ça sort de ce que je peux écouter parfois, ou de sujets sur lesquels je suis tombé. Et donc, beaucoup de rencontres, beaucoup d'écoutes, et beaucoup de rencontres d'autres professionnels de filières différentes des miennes. Je te rejoins sur un sujet. Tu vois, j'ai un podcasteur connu dans le milieu du podcast qui s'appelle Mathieu Stéphanie, qui dit qu'on est la moyenne des gens qu'on rencontre. Et quel que soit le métier que l'on fasse aujourd'hui, qu'on soit RH, dirigeant, peu importe, on a finalement du travail de fond, on a des choses à produire, enfin comme tout le monde, mais rencontrons, partageons, allons à des événements. Je suis animé par ça, et j'ai la chance de pouvoir le faire de plus en plus. Et surtout, restons pas tout seuls. Restons pas tout seuls. Moi, j'ai vraiment encore de la peine quand j'entends des collègues RH me dire ah bah ouais, mais là
c'est pas souvent c'est souvent dit j'ai pas le temps. Ça c'est pour moi c'est un artifice. Hein, j'ai pas le temps. Mais concrètement, moi je l'ai vécu dans des boîtes. Mais 400 € pour adhérer à l'année à la NDRH. Mais t'es sûr que tu as vraiment besoin d'adhérer à la NDRH? Voilà, à NDRH ou ailleurs d'ailleurs. Bien sûr, j'encourage ça très fort. Oui, c'est que ce soit 200, 300, 400, 1000, à la limite, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire, je rencontre des gens parce que ma veille, elle peut être effectivement podcast, elle peut être livre, elle peut être newsletter, et ça c'est très bien, mais elle va être insuffisante s'il n'y a pas des rencontres. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Et aujourd'hui, l'expérience qui est la mienne et les connaissances qui sont les miennes, je les dois à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance pour me partager leur expérience, pour me partager leur récit de travail, voilà, leur retour d'expérience est extrêmement riche. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite absolument pas être déconnecté de ce dont on est en train de parler, le partage, les rencontres, jamais déconnecté de l'écoute du travail pour rester un consultant, puisque c'est mon métier, à l'écoute de ces interlocutrices et de ces interlocuteurs. Et on parlait du sujet de c'est trop cher, etc. Nous, on a vraiment une façon on est attaché à la proximité chez Équilibre et on déclenche pas le compteur en réalité sur les 5 premières minutes. Je le dis à nos clients et aux personnes que je peux rencontrer, si à un moment donné vous avez un sujet et que vous pensez qu'à travers notre échange, ça peut vous apporter des solutions, appelez-nous, on en discute. Et si après on travaille ensemble, très bien, mais personne n'aura perdu de temps, ni vous, ni nous d'ailleurs. Et d'ailleurs, si on veut te contacter, on fait comment ? On peut passer par le site internet d'Équilibre, contact@équilibre-du6conseil-au-singulier.com. C'est Équilibre avec un K. Hein. C'est Équilibre avec un K, ouais. C'est EKILIBRE, on va le redire, EKILIBRE. On peut nous contacter sur le site internet, on peut utiliser mon email, je pense que tu remettras aussi les coordonnées. Si on souhaite me contacter et qu'on a une demande sur le site internet, je suis dans la boucle et voilà, on m'informe, il n'y a aucun problème. LinkedIn, on peut t'écrire sur la messagerie aussi, on peut. T'es assez présent sur LinkedIn, toi. Oui, on peut m'écrire sur la messagerie, je reçois beaucoup de messages d'ailleurs et je réponds à tous les messages, sauf des messages de prospection commerciale automatique et par intelligence artificielle, mais quand on me contacte... Qu'on détecte assez facilement. Pour une demande de stage, ou des demandes, des questions, ou des échanges d'expertise, ou un temps d'échange, j'essaye d'être au maximum disponible dans la logique de ce que l'on va partager ensemble. Tu fais des prises, j'ai pas posé des questions, mais tu fais des prises de parole aussi dans des entreprises, par exemple, type conférence ou dans des fédérations professionnelles, etc. C'est une de mes activités. Pour sensibiliser, parce que Exactement. Parce que je pense que c'est un véritable sujet aussi d'en parler, quoi. Voilà. Exactement. Conférence, c'est certainement la possibilité d'accéder dans le temps le plus court et dans une facilité d'organisation. Voilà, au meilleur impact de sensibilisation, que ce soit au sein des CSE, au sein des instances de gouvernance. Oui, je le fais beaucoup. Ok. Un grand merci, Jean-Christophe. Un grand merci pour ce temps, un grand merci pour ta disponibilité, ces partages d'expériences qui sont très riches. Et puis moi, j'espère que vous avez toutes et tous appris des choses, franchi un cap, en tout cas sur le sujet de l'absentéisme. Et puis, si vous avez besoin, Jean-Christophe est à votre disposition, évidemment. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup, Florent, pour ton invitation. Merci. Je vous en prie, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!